Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Quand on a un problème avec une personne, bon, ok, ça peut être l'autre, hein, mais souvent c'est 50-50 déjà. Bon, quand on a un problème avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, le point d'origine, c'est quand même nous. Et donc, c'est prendre conscience, comment est ma communication, comment j'aborde l'autre, comment j'envisage le couple, et surtout, qu'est-ce que je suis prêt à donner, qu'est-ce que je suis prêt à partager. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose avec le charme et la gentillesse des Belges. Voilà, représentée dignement par mon invité aujourd'hui. Et cette question, est-ce qu'on peut aimer sans peur? Est-ce qu'on peut écouter sans se perdre? Est-ce qu'on peut se relier sans violence? Ça, c'est une belle entrée en matière. La digne représentante de la Belgique est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie Flao. Merci. Bonjour Sylvie. Enchantée, Marc. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Moi de même. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, c'est une vraie question ça. Est-ce qu'on peut aimer sans peur? Est-ce qu'on peut vraiment écouter sans se perdre et se relier sans violence? Oui. C'est une question existentielle que vous avez? C'est une question existentielle que j'ai, puisque par rapport à mes expériences de vie, mes expériences aussi avec mes clients, c'est vraiment le lien est vraiment quelque chose qui est important et surtout qui est souvent abîmé, qui est souvent bafoué, qui est souvent, je dirais, torturé même. Et donc, aimer sans peur, c'est vraiment à la base de toute mon activité en quelque sorte, puisque j'ai beaucoup de personnes qui sont abîmées suite à des relations toxiques, que ce soit au travail ou même dans le privé, en amour. Et donc, mon job, ma passion, c'est d'essayer de les réparer, de les amener vers la guérison et à comprendre qu'on peut vraiment aimer sans peur. Mais ça demande beaucoup de travail parce que pour aimer sans peur, il faut d'abord s'aimer soi. Donc, aimer sans peur, ça veut dire que certaines personnes considèrent que aimer, c'est effrayant. C'est effrayant, oui. Ouais, et ça fait peur d'aimer. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup de personnes qui ont peur d'aimer. D'ailleurs, j'ai des personnes qui se disent « je n'aime personne, je ne veux pas tomber amoureux, je ne veux pas tomber amoureuse. » Mais suite à un trauma, oui, c'est ça. Oui, souvent par rapport à une blessure, une cassure, une fêlure, quelque chose. Voilà. Oui. Et tout vient de l'enfance, hein, en général. Aimer, si on n'a pas été choyé, chouchouillé, comme je dis, et si on n'a pas été en sécurité déjà dans son enfance, c'est difficile de pouvoir aimer sans peur. Et donc, ce qui fait que certaines personnes vont développer de la jalousie extrême, être attachées, faire un peu la Gestapo quand le partenaire ou la partenaire n'est pas là, et d'autres qui, au contraire, dès qu'il y a un petit engagement, on s'éloigne. Voilà, c'est pas aimer, ça s'apprend en fait. Et c'est pas évident. Écouter sans se perdre. Écouter sans se perdre aussi. Ça veut dire quoi, ça? En fait, on n'apprend pas à écouter. Et donc, écouter sans se perdre, c'est soit je suis reliée vraiment à l'autre et je l'écoute profondément, presque de manière sacrée. Et là, évidemment, je ne m'écoute pas moi. Soit, en fait, j'écoute l'autre et puis je suis dans mes pensées. C'est ce qui fait que, en fait, on ne sait pas écouter. Parce que que ce soit dans les relations par-enfants, que ce soit dans les relations amoureuses ou même dans le travail, on n'apprend pas à écouter. Et finalement, on est toujours pendant que l'autre nous parle, à déjà formuler la réponse, anticiper, et donc, je suis pas d'accord. Oui, il y a souvent la réflexion qui consiste à dire arrête de penser à ma place. Voilà. Oui. Bon, c'est souvent ça dans les couples. Hein. Ah oui. Ne parle pas à ma place ou ne pense pas à ma place ou ne pense pas pour moi. Oui, tout à fait. Ça, Tout à fait. Et c'est ça, écouter sans se perdre, en fait, c'est pouvoir être avec la juste attitude, la bonne attitude qui consiste
à être là pour l'autre et en même temps prendre conscience finalement de ce qui se passe en moi pour éviter de me perdre dans la conversation. Et ça, pour le coup, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais, tout s'apprend finalement. Tout s'apprend. Se relier sans violence. Oui. Effectivement, je dirais, c'est très difficile pour beaucoup de gens. On est dans une société où on est beaucoup soit dans la domination, soit dans la soumission. Hein, on parle souvent hérisson, paillasson, dans le sens où les gens ne savent pas se relier sans vouloir imposer à l'autre. C'est très difficile, en fait, d'être dans l'authenticité, dans le vrai, et puis de ne pas vouloir imposer. C'est perturbant quand l'autre nous dit non. Donc, se relier sans violence, c'est important. Et ça aussi, ça s'apprend. Parce que, finalement, j'ai beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, qui sont dans des situations, finalement, où elles ont l'impression qu'elles sont gentilles, qu'elles donnent tout à l'autre. Mais finalement, il y a une certaine violence, même dans la gentillesse. Parce que si la gentillesse, si c'est pour obtenir quelque chose, et pas une vraie gentillesse, ben on est déjà dans une forme de violence. Vous parliez du non tout à l'heure, et on dit souvent, dans le développement personnel, ou voire même dans la spiritualité, la première chose qu'on apprend, on doit apprendre à dire non. Oui. C'est se respecter et respecter l'autre que de dire non. Oui. Et pourtant, ce non, il est source de conflit. Ah oui. Parce qu'il est parfois pas compris par l'autre. Tout à fait, tout à fait. Pas compris et pas accepté. Pas accepté. Parce que, voilà, parfois, oui, on ne le comprend pas parce que ce que je te demande, pourtant, c'est, voilà, parce que quand on fait de la thérapie de couple, parfois, je dirais, en même temps, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup mais il y a aussi de la tristesse et parfois un sourire quand je les mets en face de de ce qui les met en conflit parfois. J'ai déjà mis un couple au coin. Parce que comme à l'école. Comme à l'école. Parce que monsieur disait ça, madame disait le contraire, madame disait ça, monsieur disait le contraire, mais en fait on n'avançait pas. Et vraiment il y avait un côté puéril, il y avait un côté un enfant de maternelle, et donc à un moment j'ai dit vous allez au coin, vous conduisez comme des enfants, vous allez, voilà, et on va voir après. Et puis à un moment le monsieur, parce qu'ils y sont allés, hein, et puis à un moment le monsieur sortant fait on a l'air bête quand même, hein. J'ai dit, vous voulez bien vous conduire maintenant, on peut avancer, on peut commencer quelque chose parce que. Mais c'était vraiment, en fait, c'était un jeu, mais un jeu très malsain parce qu'ils étaient sur le point de divorcer alors que c'était deux belles personnes qui pouvaient très bien fonctionner ensemble. Mais voilà, mais vraiment comme des enfants. Tes peurs freinent quelque chose de sacré, mais t'es pas venu ici pour rester petit. T'as reçu des dons, tu les sens, tu sais que t'as une mission, mais t'as peur, t'as pas confiance en toi. Tu regardes ce que font les autres et tu crois que t'avances pas, du coup tu recules, tu doutes, tu repousses. T'as peur d'être visible, de déranger, d'échouer, de pas être à la hauteur, de pas être prêt, de pas être assez, mais ces peurs-là, elles t'éloignent de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et plus tu les écoutes, plus tu te déconnectes. Plus tu te déconnectes, plus tu les écoutes. En réalité, si tu as peur, c'est que tu as quitté la fréquence qui te reconnecte au divin et que tu t'es déconnecté. Quand t'es connecté, t'as pas de peur. Tu sais où aller. Ton GPS sacré, il est activé. Donc ce qu'on va faire, on va opérer ensemble à ta reconnexion. Je vais venir près de chez toi dans les plus grandes villes de France, comme déjà plus de 150 000 personnes dans le monde. Tu vas vivre ta reconnexion en live avec les dauphins sauvages de la mer Rouge. Leur fréquence touche l'ADN. Elle te libère des peurs, des blocages, des limitations. Et elle relance ce pourquoi tu es né. T'es pas ici pour survivre, t'es ici pour manifester ta mission. Alors c'est très simple, tu réserves ta reconnexion maintenant sur abctalk.fr pour connaître les dates et les villes partout en France. Le lien est juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Alors vous êtes thérapeute, hypnothérapeute, vous êtes formatrice, hein, évidemment. Et vous parliez des couples, ça veut dire que l'essentiel des gens que vous accompagnez sont des couples? Alors l'essentiel des gens que j'accompagne sont des couples, mais pas que. J'ai aussi des personnes individuelles qui viennent et puis des familles, des parents qui ont des difficultés, notamment avec leurs ados, ou des parents qui ont des enfants neuroatypiques, hypersensibles par exemple, et qui savent pas trop comment gérer, comment leur parler, parce qu'ils ont peur de
d'aimer, peur de faire mal, peur de ne pas être assez dans le fait de l'éducation. Et donc, ce qui fait qu'ils viennent en consultation pour mieux comprendre leur enfant et puis créer des liens ensemble. Alors, vous dites, la bonne communication ne vient pas des techniques, pourtant vous les apprenez, ces techniques. Bien sûr. Mais elles viennent du cœur. Oui, oui. C'est cher à Thomas d'Ansbourg qui explique en fait qu'effectivement, tant que la communication, elle est en fait de là à votre tête, bah, finalement, elle va pas avoir le même effet que si elle est de cœur à cœur. Quand on est de cœur à cœur, on a vraiment envie de se comprendre, on a vraiment envie d'avancer ensemble. Sauf que ça, c'est une notion hyper abstraite. Comment savoir si on est de cœur à cœur ou si on fonctionne de tête à tête, comme vous dites? C'est pas évident. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Et qui est capable de dire, non, mais moi, je parle comme ça de cœur à cœur, mais... On ne sait pas, en fait, si on parle véritablement de cœur à cœur. C'est très difficile. En fait, on s'en rend compte quand on est dans une forme d'émotion et quand on est vraiment connecté à l'autre. C'est vraiment le cœur à cœur, c'est vraiment la connexion à l'autre qui va faire la différence. Tant qu'on est dans l'intellectuel, on n'est pas dans le cœur. Maintenant, c'est important d'avoir les deux, forcément. Oui, on peut pas communiquer, je dirais, de cœur à cœur avec tout le monde, forcément. Mais en tout cas, la communication de cœur à cœur, c'est une communication qui va vers une ouverture. Et donc, de cœur à cœur, ça veut dire que je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mes besoins, de mes valeurs, de mes limites, mais je prends conscience aussi des valeurs, des besoins, des limites de l'autre. C'est ça aussi, être cœur à cœur. C'est vraiment être dans une sorte de connexion. Vous êtes, alors, on m'a dit, tu vas voir, tu vas recevoir Sylvie, c'est un phénomène. Elle est toujours pop-it up. C'est vrai que vous êtes pop-it up. Ouais. Vous voyez ce que veut dire ça? C'est-à-dire quand vous êtes arrivé dans le studio, il y a tout de suite... Hein, non, mais c'est vrai. Oui. Et moi, je suis toujours fasciné par ce genre de comportement. Alors, je me pose toujours la question, est-ce que c'est une attitude ou est-ce que vous êtes véritablement, c'est votre vraie nature? C'est ma nature. Ouais. C'est ma nature, j'ai toujours été... Mes amis m'appellent parfois fée relationnelle, m'appellent... Ouais, j'ai vu ça, la fée relationnelle. Ouais. J'ai une magicienne du lien aussi. Ouais. J'ai une cliente qui ma petite magicienne du lien. Et puis, en fait, je pense que je suis hyper active. Et donc, comme je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours... je crois... Dû à ma naissance. Parce que vous êtes une préma. Hein. Préma, il y a 62 ans. Grand préma. Donc, dû à ma naissance, je pense que ma revanche sur la vie, c'est justement de pouvoir donner un maximum aux personnes qui m'entourent et être dans cette joie, dans cette... Parce que ça me caractérise. C'est moi, c'est mon côté licorne, comme on dit, qui fait que je vais chercher... Et ce que j'adore, c'est aller chercher le meilleur de chaque personne. C'est vraiment ce qui me caractérise. Et alors, est-ce que, quand on lit évidemment votre parcours de vie, vous dites que vous n'aviez pas d'amis, que vous aviez un tempérament plutôt réservé, que vous n'étiez pas très dans cette communication, que vous revendiquez aujourd'hui, cette communication. Tout à fait. Est-ce que c'était pas pour pallier, c'est pas une revanche sur la vie? C'est une revanche sur la vie et je pense en fait que, justement, je crois que petite, j'ai eu peur. En fait, j'avais peur des autres parce que, vous avez vu, je suis pas très grande, 1m53, en vieillissant. On se tasse un peu, oui. Bientôt, je vais être plus large que haute. Mais en fait, je dirais quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, à 1 an, je mettais les vêtements d'un bébé qui vient de naître. Mais à 1 an, je marchais. Et donc, en fait, j'ai souvent été harcelée parce que j'étais la plus petite, parce que j'étais... parce que j'étais plus petite, j'étais plus frêle, j'étais plus chétive. Donc, il y a souvent eu de la violence. Moqueries. Oui, des moqueries. On me racontait quand j'étais jeune, aux Jeux Olympiques, il y a une nouvelle... un nouveau sport, c'est le lancer de nain. Ça, c'est intelligent. Voilà. Où on m'appelait 1m02 les bras levés. Voilà. Alors, quand on est enfant, c'est choquant. Maintenant, j'en rigole parce qu'évidemment, avec le recul. Voilà, avec du recul, et je me moque moi-même de moi, donc j'ai pas de problème. Mais enfant, c'était très difficile. Et je ne comprenais pas, en fait, cette violence. Je ne comprenais pas non plus pourquoi... les gens se battaient, pourquoi des personnes faisaient du mal à d'autres et en rigolaient, en souriaient, prenaient plaisir presque.
Alors maintenant, au fur et à mesure, j'ai décodé et puis je sais très bien que la personne qui fait du mal à l'autre, c'est aussi qu'elle souffre. C'est une personne en souffrance, souvent, voilà. Oui, bien sûr. Elle est en grande souffrance. Et ces garçons, parce que je suis arrivée au tout début de la mixité. Donc on était 6 filles dans une école de garçons. On rasait les murs. et donc effectivement, de voir comme ça les garçons se battre et puis nous bousculer, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure, maintenant, je sais qu'il y avait des souffrances. Il y avait certains jeunes garçons qui souffraient à la maison. Il y avait de la violence à la maison. Ils avaient des pressions. Et la violence engendre la violence, il n'y a rien à faire. Alors, je suis toujours étonné, Sylvie, de ces parcours de vie qui consistent à dire... Parce que quand vous vivez une première partie de vie comme ça, compliquée, où vous êtes dans la moquerie, la raillerie, ou parfois les préjugés, très rapides, avec des raccourcis qui sont très violents, vous auriez pu mal tourner. Oui. Vous auriez pu ne pas être dans l'aide et l'accompagnement que vous préconisez aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la voie de la thérapie, des thérapeutes et d'hypnothérapeutes en l'occurrence? Alors, ce qui a fait que j'ai choisi la voie de la thérapie, d'abord mes lectures. Je lisais énormément. Je me réfugiais dans la lecture quand j'étais plus jeune, et notamment la lecture. Au départ, je voulais être médecin, mais j'étais nulle en maths, donc c'était pas la peine. Après, je me suis dit infirmière. Mais mes parents n'ont pas voulu parce que j'étais trop sensible. Donc, finalement, j'ai fait thérapie. Mais au départ, en fait, j'avais fait langue étrangère appliquée avec le russe, l'anglais, l'italien, et donc finalement, pour payer mes études, j'ai travaillé comme pionne. Donc surveillante. Oui, surveillant. On dit des pionnes. Et en fait, à la fin, j'avais les élèves qui quand on les quitte, ils nous envoient des petits mots, etc. Et ils me disaient, mais plutôt que de faire langue étrangère, fais psychologie, t'as sauvé ma relation avec mes parents, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans la relation d'aide, même si certains m'ont fait du mal profondément. Mais pour moi, c'était une revanche quelque part, parce que je voulais pas rentrer dans cette haine. Et puis on est malheureux quand on est tout seul. On est malheureux finalement quand on a peur des autres, quand on se méfie de tout le monde, quand on n'a pas d'amis, quand c'est pas une vie. En fait, la vie, elle est faite pour les rencontres, justement. C'est le thème d'aujourd'hui. La vie, elle est faite pour les rencontres, elle est faite pour les partages, elle est faite pour le lien. Et donc, les lectures. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Paul Pironnet. Ça a été avant, après. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paul. Paul, formateur en PNL. Et pas que. Parce qu'il a plein de cordes à son arc. Mais vous savez ce que j'aime chez Paul? Je vais vous dire ce que j'aime particulièrement. Au-delà de son expertise, c'est son timbre de voix. Oui. Il a une voix très posée. Oui. C'est vrai, hein? D'ailleurs, il en joue un peu de temps en temps. Tout à fait. Il a un petit côté séducteur avec sa voix. Il a une petite voix de crooner comme ça. Là. Et au-delà, évidemment, de l'expertise PNL, parce que c'est un des représentants, enfin, c'est un des accompagnants et des thérapeutes brillants dans son domaine, incontestablement. Donc, vous l'avez rencontré et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. C'est avec lui que j'ai fait... J'avais commencé la PNL sur l'île avec le QEP, mais... Quand j'ai vu dans psychologie, en fait, j'ai vu et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien, voilà, lui, là, je vais faire la PNL avec lui. En plus, c'était à Annecy, donc dans un cadre paradisiaque. Et là, j'ai rencontré, en fait, des personnes extraordinaires, humaines, profondément humaines, et vraiment... Les choses se sont passées tellement facilement, c'était tellement fluide que c'en était du vrai bonheur. Et puis Paul, il y a cette humanité, parce que lui aussi a une vie qui n'est pas commune, l'air de rien, qui n'est pas commune à tout le monde. Et je dirais, il a tellement donné d'humanité, je dirais, en plus, il a un côté humoristique quand il est dans la formation, il a un sens de l'humour extraordinaire. Mais c'est surtout, oui, cette humanité, cette écoute, il prend le temps. Il prend le temps d'expliquer. Qu'est-ce que vous a apporté la PNL ? La PNL, ça a été tout à fait la transformation, puisque j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai travaillé... parce qu'évidemment, quand je suis arrivée à ce niveau-là, en fait, je me sentais nulle. Je me sentais, je veux dire, pas quelqu'un d'aimable, entre guillemets. Et puis, j'avais pas du tout confiance en moi.
Et c'est la PNL qui m'a donné confiance en moi, qui m'a redonné une estime de moi, qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Ça a été vraiment le point qui a fait basculer vers comme un relooking avant, après. Et c'est un outil que vous utilisez aujourd'hui ? Oui, j'utilise beaucoup la PNL. Avec l'hypnose, puisque hypnose, PNL, c'est deux frères jumeaux, quoi, ou deux sœurs jumelles. Donc aujourd'hui, vous accompagnez évidemment ceux et celles qui en ont besoin, les couples, en individuel aussi, les familles, les professionnels, pour retrouver ce lien apaisé, on va dire, avec soi-même. Avec soi-même, ouais. Parce que c'est peut-être le mal de notre pays, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On n'a pas ce lien apaisé avec soi-même. Non. Et d'abord, est-ce qu'on peut un jour considérer l'avoir ? Oui, il y a toujours du travail. Est-ce que c'est pas le chemin d'une vie ? C'est le chemin d'une vie, Mais il y a des moments où on peut vraiment être en connexion avec soi-même et vraiment se retrouver. Ça fait partie des petits moments de bonheur, des petits moments en fait où on est dans une bulle. Et puis on retourne dans la vie avec tous ces défis. Mais ce pouvoir se retrouver soi, même si c'est le chemin d'une vie, en cours de route, on peut l'avoir. Alors, sur le côté pratico-pratique, à quel moment vous sentez que vous n'êtes pas justement sur cet apaisement avec vous-même et à quel moment vous sentez que vous l'êtes ? Alors, je le sens que je le suis quand je peux me poser. Quand je peux, j'irai prendre du temps pour moi, faire de la méditation, par exemple, et puis vraiment me poser les bonnes questions et sentir. En fait, c'est quelque chose que l'on ressent. On ressent le fait d'être aligné. Quand on n'est pas aligné, en tout cas en ce qui me concerne, quand je ne suis pas alignée, j'ai mal partout, je fais des bêtises, j'oublie des trucs, des clés, voilà. Donc, en fait, là, quelque part, ça me rappelle que, attention, je dois me poser. Alors, ça peut être simplement, je dirais, un moment où je vais voir, tiens, comment je me sens à l'intérieur de moi ? Comment je me sens ? Où est-ce que ça se passe ? Est-ce que je ressens ce flux sacré, en quelque sorte ? Et comment je me pose ? Et c'est ce qui va faire la différence. Et c'est simplement le fait de se poser comme ça. Il n'y a pas d'exercice à faire particulier ou de... Il y a des exercices de respiration, il y a des exercices, des méditations, des petits rituels, et puis des questions à se poser. Prendre conscience, comment je me sens là. Simplement déjà, c'est très difficile pour une personne de dire, on est arrivé, comment ça va ? On va dire ça va. Mais finalement, est-ce qu'on se pose réellement la question ? Comment je vais là, aujourd'hui, maintenant ? Oui, parce que le comment ça va, c'est souvent une formule de politesse. Tout à fait, voilà. tout à fait. C'est pas le comment ça va profond. Profond. D'ailleurs, si quelqu'un commence à parler... Mais non, c'est vraiment se poser la question à soi-même et reprendre contact avec qui je suis, avec est-ce que je suis dans ce que j'aime faire ? Est-ce que je suis au niveau de mes relations, dans ce que j'aime ? Est-ce que mes relations me transportent ? Est-ce que mes relations me font du bien ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un échange, qu'il y a une connexion ? C'est toute la différence. Vous savez que le truc, c'est que je pense ça peut faire peur de faire ça. Oui. Parce que si vraiment on le fait en conscience et profondément, la réponse n'est pas nécessairement celle qu'on a envie d'entendre ou qu'on a envie de ressentir. Oui. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Si on se pose vraiment, rien que la question que vous évoquiez, la première question qui consiste à dire, est-ce que je fais véritablement ce que j'aime faire ? Oui. Il y a des gens qui sont auto-convaincus. Tout à fait. Ils sont dans leur voie et que c'est très bien, oui, je fais ce job, ça me va, etc. Mais si cette personne se pose, comme vous dites, et se pose vraiment la question en profondeur, je ne suis pas sûr que la réponse arrive aussi facilement et que ce soit vraiment la réponse qu'elle a envie d'entendre. Parfois, ce n'est pas la réponse qu'on a envie d'entendre. Mais j'irais, si on continue à se mentir, c'est vrai. Voilà, notre corps va nous rattraper. Et clairement.
Et il va très clairement nous le faire comprendre. Quand on voit les burn-out, quand on voit les problèmes que les gens peuvent avoir, les problèmes de santé qu'on peut avoir, et quand la personne fait vraiment une thérapie profonde sur ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ses changements de vie. D'ailleurs, quand les personnes ont eu un burn-out, le changement de vie peut être génial, peut être extraordinaire. Ce qui fait que je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Pourquoi je l'ai pas... En fait, je me mentais à moi-même parce qu'on veut obéir aux diktats de la société, parce que, je veux dire, on veut vraiment correspondre à ce qu'on attend de nous, et on est parfois dans un moule ou sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Et le fait de s'en rendre compte, il vaut mieux s'en rendre compte avant et travailler sur soi pour aller vers ce que l'on veut, parce qu'on peut avoir un boulot alimentaire, il n'y a pas de honte à avoir un boulot alimentaire qui finalement nous botte pas plus que ça, mais à côté de ça, avoir peut-être une activité qui nous fait super plaisir. Compensé par quelque chose. La peinture, la danse, n'importe quoi, mais quelque chose qui nous nourrit. Vous avez eu ça une période de votre vie ? Oui, j'ai eu parfois des questionnements, mais quelque part, moi, ça a toujours été la thérapie. Il n'y a rien à faire. À chaque fois que je reviens, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment, je pense que c'est ma mission de vie, tout simplement. Aider les autres. Accompagner les autres. Accompagner les autres. Alors, qui sont ces autres ? Alors, qui sont ces autres ? Il y a les couples, bien sûr. Il y a les... Est-ce que vous voyez, on a fait des émissions sur le couple, avec plein de méthodes, etc. Mais est-ce que vous voyez des couples qui viennent vous voir peut-être parce qu'ils veulent sauver leur couple, et que vous savez foncièrement qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble ? Oui, ça arrive. C'est terrible. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, alors ? Mais vous savez que de toute façon, c'est mort. Ils sont à l'opposé. Ils sont à l'opposé, mais on peut être à l'opposé et pouvoir se connecter l'un à l'autre. S'il y a du respect, s'il y a de l'amour. Mais amour ne veut pas dire forcément vivre ensemble. Et c'est ça, parfois, la difficulté. Et est-ce que vous devez, en tant que thérapeute, pardon de vous couper, mais est-ce que vous devez, en tant que thérapeute, l'expliquer, ça ? Leur dire qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble ? Je ne vais pas leur dire. Je ne vais pas leur dire, je les laisse, j'irai deviner par eux-mêmes. C'est-à-dire, prendre conscience par eux-mêmes, par des exercices que l'on fait ensemble. Mais c'est pas à moi de leur dire, parce que finalement, quelque part, parfois on assiste à des choses merveilleuses. J'ai des gens dans mes relations qui, ça fait 30 ans, qui se disputent tout le temps. Ça fait 30 ans. Est-ce que c'est pas un signe de bon équilibre du couple que de s'engueuler ? Oui. Mais pas tous les jours. Mais pas tous les jours, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Et avec surtout le fait que, et c'est là la peur que ça peut générer, avec le fait, puisque c'est comme ça, on arrête tout, je vais demander le divorce. Mais bon, ils ne le font pas, mais néanmoins, ça crée une insécurité. Donc, c'est quelque chose auquel il faut pallier. Parfois, on peut se disputer, mais j'ai des gens autour de moi, ça fait plus de 30 ans, déjà le jour du mariage, ils s'engueulaient, déjà. Mais ça fait plus de 30 ans qu'ils fonctionnent comme ça. Et en fait, personne n'aurait donné, je dirais... ils n'auraient pas donné cher à leur couple. Mais est-ce qu'ils s'aiment ? Oui, ils s'aiment. Et est-ce que s'engueuler, c'est aussi l'amour ? Je pense que s'engueuler, ça peut être... ça peut faire partie de l'amour, bien sûr. Bien sûr, c'est une manière, en fait, d'aller chercher l'autre, en quelque sorte. Comme les enfants, les enfants, les frères et sœurs qui vont se titiller et finalement au grand désespoir des parents parfois, mais ils s'aiment. Ils s'aiment, mais ils ont besoin de se titiller. De ce rapport conflictuel. Mais alors ce couple qui s'engueule depuis 30 ans, ils viennent vous voir pour apaiser ça. Alors ils viennent parfois pour apaiser ça, parce qu'à un moment, parfois, ils sont fatigués. C'est trop. Parfois c'est trop, ça les fatigue. Et ils savent parce que en fait, ils ont déjà... moi, je leur avais demandé de faire une expérience, c'est-à-dire que pendant une semaine, ils étaient séparés. Parce qu'ils ont toujours été ensemble. Toujours. Donc, de se séparer pendant une semaine et de voir s'ils se manquaient. En fait, déjà, le premier soir, ils se manquaient terriblement. Et donc... Est-ce que c'est vraiment l'autre qui manque à l'autre ? Ou est-ce que c'est justement l'intensité de l'engueulade qu'ils n'ont plus à l'instant T, qui
qui les déstabilise, en fait. Tout à fait. Grande question, exactement. Alors, les deux. Les deux, parce que quelque part, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient être ensemble sans s'engueuler et faire des choses ensemble et au fur et à mesure avoir des moments de paix. Parce que en fait, je pense que la connexion, ils l'avaient en s'engueulant. Et en général, on l'a quand on est en moment de paix, la connexion. Et au fur et à mesure, ils apprennent petit à petit. Bon, ça sera toujours un couple qui s'engueulera parce qu'ils sont tous les deux impulsifs, etc. Mais à côté de ça, ils ont des moments où ils peuvent s'entendre, ils peuvent s'écouter. J'aurais donné un exercice à faire. Donc, dos à dos, ils se tiennent donc sur une chaise, dos à dos, ils se tiennent la main. Et il y en a un qui va parler, mais en disant ce dont il a besoin. Alors, pas le tu-tu-tu, hein, vraiment, voilà ce que j'aime dans notre relation, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, etc. Et l'autre écoute et ne dit rien. Et quelques jours après, parce que pas tout de suite, parce que sinon on répond, donc quelques jours après, c'est au tour de l'autre. Et de faire cet exercice 2 fois dans la semaine, hein, un pour chaque, pendant 5-10 minutes, simplement. Et simplement apprendre à s'écouter. Et ça, c'est ce que vous préconisez dans les accompagnements que vous faites, évidemment. Mais le faire à la maison, reproduire ça à la maison? Oui. Alors j'imagine le schéma, hein, dans le salon, ils mettent une chaise, ils sont dos à dos, ils se tiennent les mains, et voilà, j'imagine le cliché. Mais ça, on peut le faire? On peut le faire, et bien ça sûr. marche bien, ça? Et ça marche bien, parce qu'encore une fois, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. On n'entend pas le besoin de l'autre. Parce qu'en amour, il y a des tas de méthodes. Il y a les 5 langages de l'amour. Il y a la méthode Imago. Il y a voilà. Il y a plein de méthodes, la PNL, etc. Toutes ces approches peuvent aider. L'analyse transactionnelle peut aider aussi à aller chercher, finalement, par exemple, les jeux psychologiques que l'on peut vivre. Mais qui a touché à ma brosse à dents? Et donc, tout ça permet vraiment d'aider les couples finalement à se comprendre, mais s'écouter, c'est quelque chose qui se fait rarement dans le couple. Et on a toujours l'impression que, et je le vois aussi, hein, moi par exemple, des travaux en Belgique, ne serait-ce que ça, les travaux en Belgique. Mais ils font exprès, c'est pas possible. Les travaux dans la rue? Ah, dans la rue, oui, les embouteillages en Belgique, ça fait partie de... On n'est pas mieux lotis, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On avait été déclaré le pays où les travaux ne s'arrêtent jamais. Et donc, le truc, ça va être de dire, mais ils font exprès. D'accord? En imaginant que le matin, les gens de la maréchaussée se lèvent en disant « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour emmerder le monde ?» Pour emmerder le monde. Et en fait, pareil, quand on est en couple, on a ce truc, il a laissé, par exemple, ses chaussettes, mais il le fait exprès. C'est pas possible. Alors que c'est pas forcément ça. C'est simplement que la personne, pour elle, c'est pas pareil. Moi, je suis une bordélique. Oui, mais alors, ça, c'est terrible, ça. Oui. Pour l'autre, c'est terrible. Pour l'autre, c'est terrible. Surtout si l'autre est un peu maniaque. Voilà, c'est terrible. Et quand on regarde les disputes de couple, mais souvent, c'est pour plein de trucs qui ne sont pas gravissimes. Alors, les gens sont... un bordélique et l'autre ne l'est pas. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez? Et donc, du coup, ça clash, évidemment. Oui, t'as pas fait ça, mais regarde, tu pourrais ranger. Oh, fous-moi la paix, attends, ça va, on va pas en rajouter, etc., etc. Qu'est-ce que vous préconisez? D'abord, la connexion. Pouvoir, je dirais, les aider à se rencontrer à nouveau et qu'est-ce qu'ils ont aimé chez l'un, chez l'autre. Parce que souvent, le maniaque, il le sait que l'autre est bordélique quand ils se mettent ensemble. Seulement... c'est pas grave, c'est son petit trait de caractère, c'est pas grave, moi j'aime bien ranger, voilà, au début. D'accord. Et puis le bordélique, il sait que l'autre est maniaque, donc on va dire, t'as pas rangé ci, etc. Et donc, finalement, ils le savent au départ. Mais simplement, il y a cet amour, et puis comme on dit, hein, l'amour est aveugle. Pendant un certain temps. Et le mariage, il lui rend la vue. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça ne passe plus? Et donc, c'est juste aller chercher, pour le bordélique, finalement, qu'est-ce qui fait qu'il est bordélique? Qu'est-ce qui fait qu'il va laisser ces chaussettes-là, qu'il va pas ranger son verre, qu'il va pas...
Et finalement, pour l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin que tout soit nickel? Et on va chercher finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, comment ils peuvent trouver des petits terrains d'entente. Par exemple, le bordélique, faire en sorte que on ait une pièce bordel, un tiroir bordel, par exemple. Mais que, pour l'autre, parce que parfois c'est madame qui est bordélique, hein, mais souvent c'est monsieur, malgré tout, souvent. Et donc, en fait, justement, qu'est-ce qui fait que madame peut accepter certaines choses et prendre conscience que ils n'ont pas du tout la même vision du monde. Il y a un humoriste, mais je ne sais plus son nom, qui disait que vivre avec un bordélique, c'est terrible. Et que, par exemple, alors lui, c'était sa femme qui était bordélique, il dit, je me suis dit, je ne ferai plus rien, je ne fais plus le ménage et rien. Il dit, grave erreur, parce que moi, je voyais la poussière. Ma femme, c'est de la poussière d'étoiles. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Finalement, j'ai fait la poussière. mais donc, c'est reprendre contact, en fait, avec la connexion, avec ce qui les anime, et finalement, faire en sorte que ce soit supportable pour l'un et pour l'autre. Il y a ce qu'on appelle le cadran d'Hoffmann en thérapie, qui fait que souvent, on est marié avec son allergie. C'est-à-dire que, finalement, plus la personne est maniaque, plus l'autre va être bordélique. Et plus l'autre est bordélique, plus la personne est maniaque. Et donc, voilà, oui, et c'est se rejoindre, justement. Le challenge, c'est de se rejoindre pour pouvoir, en même temps, lâcher du lest, et puis en même temps, aller faire un petit effort, et pour l'autre. Mais ça veut dire que dans votre accompagnement, on ne reproche jamais rien à l'autre? On évite de reprocher à l'autre, parce que de toute façon, quand on reproche quelque chose, si on vous reproche quelque chose, en général, vous n'avez pas envie de le faire. Ah, mais je trouve que c'est aussi une preuve d'intelligence que de se remettre en question et de dire, sûr. bon, ok, visiblement, ça pose un souci, je vais rectifier. Oui, mais c'est rare. C'est rare. c'est rare. C'est-à-dire que quand je veux la paix, je fais. Voilà. Vous voyez? Bon, je me dis, bon, allez. Mais en tout cas, c'est aussi, en fait, c'est prendre conscience que reprocher à l'autre, c'est pas forcément ce qui va aider à faire en sorte qu'il fasse. Par contre, oui, ça peut l'amener à un moment à réfléchir, mais il faut déjà avoir une certaine intelligence émotionnelle pour pouvoir réfléchir comme ça. Et donc, plutôt parler de « j'ai besoin » et prendre conscience « j'ai besoin ». Parce qu'on est tous différents. Et donc, c'est important de savoir que, par exemple, il y en a un qui est du matin, l'autre est du soir, il y en a un qui est bordélique, l'autre, il est beaucoup plus maniaque. Et ça n'empêche pas de vivre ensemble à partir du moment où chacun, on va pouvoir mettre ses limites. Et de se dire ça, ok, alors je vais avoir une pièce bordel ou je vais avoir un tiroir bordel. Voilà, comme ça me rassure. On a reçu un couple magnifique, il y a l'émission d'ailleurs qui est disponible sur ABC, qui parle de la méthode Imago. Oui, je les ai vus. Ils sont magnifiques. C'est un couple, ils s'engueulent régulièrement. Hein, et pourtant, ils sont sur la méthode Imago, de l'accompagnement du couple. Exactement. Et tout, mais ils s'engueulent de temps en temps. Bon, bref. Et alors, ils expliquent que systématiquement, lorsqu'il y a un conflit et qu'il y a un désaccord, c'est que ce que l'on reproche à l'autre est avant tout une souffrance personnelle. Tout à fait. Exactement. Ou une souffrance de notre enfance, ou quelque chose qui fait que. Exactement. Donc, si il y a un problème, ou on soulève un problème, voilà. C'est d'abord notre propre souffrance qui est mise en avant. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur, moi, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça me fait quand l'autre... Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a une bande dessinée qui est géniale, c'est Enquête et mode d'emploi sur les émotions. Je crois qu'il y a 3 tomes maintenant, et je crois que c'est les éditions Pour Penser, où justement, c'est avec la communication non violente et notamment le côté émotionnel. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des chaussettes sales, hein, ici, on les imagine, hein, parce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça vient toucher? Et c'est ça qu'on va travailler aussi. Qu'est-ce que ça vient toucher? Et donc, c'est ainsi qu'on avance, et voilà. Mais c'est toujours la découverte, hein, parce qu'on n'est jamais sûr que ça va fonctionner. Je me dis toujours que les gens comme vous, les thérapeutes comme vous, qui accompagnent les couples, est-ce que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés? Parfois, oui. Parfois, oui. C'est parce que, justement, on est les cordonniers les plus mal chaussés que
on sait aussi. Parce que je me dis, ça doit être formidable de vivre avec une Sylvie qui, par définition, donne des conseils pour qu'il y ait une sorte d'harmonie dans le couple ou dans la famille. Est-ce que vous mettez en application systématiquement ce que vous faites? Je mets en application assez régulièrement. Maintenant, évidemment, j'ai mes moments où je suis en roue libre, hein, donc personne n'est parfait. Et vous vous en rendez compte que vous êtes en roue libre à ce moment-là? Oui, je me rends compte. Je me rends compte. Notamment, c'est surtout par rapport à ma fille, où on est totalement différentes. J'ai une fille épatante qui me pousse à réfléchir encore plus loin que je ne le fais. Et finalement, c'est vrai que autant je vais être dans la communication, je vais être dans le, je dirais dans la communication non violente, dans l'écoute. Et puis avec elle, parfois, parce que c'est le quotidien, ça va être c'est pas très communication non violente, ça. Oui, ma chérie, excuse-moi. On reprend. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous accompagnez les couples en individuel aussi? Oui, bien sûr. Qui sont ces gens en individuel qui viennent vous voir? En individuel, encore une fois, souvent des personnes qui se sentent seules, qui ont des problèmes de conflit, qui ont des problèmes, qui sont sous emprise. Parfois, j'ai quand même pas mal de personnes qui vivent des relations toxiques et sont sous emprise et veulent sortir parce que même quand ils ont quitté la personne, elle reste quand même sous emprise, notamment s'il y a des enfants. Parfois, c'est dans la famille et puis en entreprise aussi, puisque je travaille aussi pour la SBL Sarah, donc une association voilà, qui donne des formations dans diverses institutions en Wallonie-Bruxelles. Et je travaille sur la gestion de conflits, la communication sans violence, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans des institutions pour des éducateurs, etc. Donc là aussi, finalement, on a ce côté où dès qu'il y a une connexion, dès qu'il y a des équipes formidables, il y a des équipes qui fonctionnent très, très bien. Et donc, qu'est-ce qui fait que ces équipes-là fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qui va se passer? Comment en fait, est le lien? Et c'est ça qu'on va travailler. Et d'ailleurs, avec Paul, j'avais fait une formation sur la cohésion d'équipe. Et j'utilise ce que j'ai appris avec Paul en cohésion d'équipe pour aider ces équipes à mieux fonctionner. Donc, mes clients, en fait, sont aussi bien des couples, des individus lambda qui viennent, qui ont un problème, notamment avec par amour, ou qui ont un problème parce qu'ils sont célibataires et qui ne trouvent pas, et qui cherchent désespérément et qui ne trouvent pas. Mais quand on cherche désespérément, on tombe forcément sur des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Est-ce que vous pensez que les gens célibataires, en recherche d'amour, donc de couple, et qui ne trouvent pas, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le problème, c'est eux? Souvent, le problème, c'est eux. Souvent. Notre société est, je dirais, malade par rapport à l'amour. Quand on voit je dirais les sites de rencontres, etc., beaucoup de gens veulent être en couple, mais peu se donnent les moyens d'être en couple. Et c'est justement ce travail-là qu'on va faire, c'est-à-dire, c'est quoi le couple pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement? Parce que la plupart du temps, c'est, je veux dire, ah oui, moi je veux bien, mais moi les vacances c'est ça, hein, et ça sera pas autre chose. Hein. Ben, oui, mais bon, tu es avec quelqu'un d'autre, donc si déjà tu imposes à l'autre, ne serait-ce que l'endroit de vacances, oui, la communication. Parce que je me dis souvent que quand on entend des gens dire, des femmes ou des hommes dire je sais pas pourquoi, je trouve pas, je suis seul et j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me convienne, etc. Et je comprends pas qu'on ne me comprenne pas. Mais j'ai souvent le sentiment, je le dis pas parce que je n'ai pas l'expertise, mais j'ai souvent le sentiment de me dire, mais c'est peut-être toi le problème. Oui. Et c'est souvent ça. Mais c'est souvent ça, parce que de toute façon, quand on a un problème avec une personne, bon, ok, ça peut être l'autre, hein, mais souvent c'est 50-50 déjà. Bon. Quand on a un problème avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, le point d'origine, c'est quand même nous. Et donc, c'est prendre conscience, comment est ma communication, comment j'aborde l'autre, comment j'envisage le couple, et surtout, qu'est-ce que je suis prêt à donner? Qu'est-ce que je suis prêt à partager?
Parce que... Et qu'est-ce que je suis prêt à ne pas partager aussi. Oui, et à ne pas partager, bien sûr. Bien sûr, à ne pas donner aussi. Et à ne pas donner. Bien sûr. Et c'est bien de se respecter, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, mais c'est vrai que actuellement, on a beaucoup de personnes en souffrance qui souffrent de solitude. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place ces rencontres à thème, T'-AIME, où on fera venir des célibataires et on va faire ça avec le jeu. Il faut que ce soit fun. Et donc, jeux de société, jeux de toutes sortes, qui permettent aussi de voir la vraie personne. Et pas un speed dating où on raconte ce que l'on veut, hein, et on est dans sa belle, phase, voilà, belle posture, etc. Moi, là, on sera dans du concret. Et le but, c'est pas qu'ils ressortent main dans la main. Le but, c'est de créer, en fait, d'abord des amitiés, d'abord des liens, pour après, éventuellement, pourquoi pas, faire des rencontres qui durent. Ça me fait penser à une personne dans mon entourage. Je connais quelqu'un, une jeune femme qui passe son temps, alors qui est très très malheureuse, qui est en souffrance parce qu'elle ne rencontre personne, qui est plutôt jolie, qui est plutôt intelligente. Et elle sait ça, elle dit ça, elle dit mais je comprends pas, personne s'intéresse à moi, je n'ai pas ceci, j'arrive pas à cela, voilà, j'ai même pas d'amis pour sortir, etc., etc. Et donc elle en veut à la terre entière. Oui. Et pas un instant, elle se pose la question de savoir est-ce que je ne suis pas le problème en fait. C'est difficile de se dire qu'on est le problème. C'est sûr. C'est difficile. C'est une vraie remise en question. Oui. Et je dirais, c'est quelque chose qu'il faut faire accompagner parce que seul, on peut très vite tomber en dépression. On peut très vite se sentir très, très, très mal. Donc, mais souvent, de toute façon, quand on est malheureux, c'est se poser la question, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fait que j'ai ce côté-là. Et là, vous savez ce qu'elle se dit? Elle se dit... bon, je vais déménager, je vais changer de région. C'est la région dans laquelle je suis qui ne me correspond pas. C'est dingue! Alors que la région est très bien où elle est et qu'il y a sans doute des gens qui lui correspondent et il y a sans doute quelqu'un qui sera à la hauteur de ce qu'elle souhaite. Tout à fait. Non. Elle décide de changer de région parce que et qu'elle trouvera sans doute parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais je pense que c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur, bien sûr. C'est une erreur parce que c'est une fuite. Mais bien sûr. Je dirais, encore une fois, mais si je ne trouve pas mon bonheur ici, alors peut-être que mon quartier n'est pas très bon, peut-être que... Mais qu'est-ce que j'ai mis en place pour rencontrer les gens? Parce que, comme vous dites, elle n'a pas d'amis. Mais justement, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour avoir des amis? Exactement. Ne serait-ce que ça. Ça va être celui qui reste chez lui enfermé. Il va dire, moi, je trouve personne. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Mais je vais lui donner vos coordonnées comme ça. Vous allez pouvoir l'accompagner, la coacher, évidemment. On a parlé bien sûr de votre accompagnement. On a parlé de l'association avec laquelle vous travaillez, l'association Sarah. Oui, l'ASBL Sarah. ASBL Sarah. Et puis la mise en place donc prochainement de ces fameux groupes rencontres à thème. De rencontres à thème. Voilà. T'-AIME. Oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que même si on arrive avec une certaine posture au départ, on va vite lâcher. Oui. Le naturel revient vite. Voilà, le naturel. Les habitudes reviennent au galop. Les habitudes reviennent très très vite, absolument. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? C'est souvent la phrase que je dis en conclusion d'émission. Oui, simplement que tout est toujours possible. Le tout, c'est de s'en donner les moyens. Et puis de pouvoir, j'irais, travailler le lien, parce que le lien, c'est la vie. C'est vraiment ce qui est important. L'amour, que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amour avec un grand A, l'amour amitié, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui fait envie, tout simplement. Et on ne peut pas, en étant seul, alors on a besoin de moments de solitude, mais en étant seul, on ne peut pas vivre une vie qui fait envie. C'est important de partager. C'est vraiment le message que je veux donner, le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir aimer sans avoir peur de l'autre, aimer en toute simplicité, et donc travailler sur soi pour s'aimer soi d'abord. Et la chanson qui dit « aimer sans rien attendre en retour ». Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on doit aimer? Ouais. Sans rien attendre en retour?
Oui, oui. Parce que finalement, régulièrement, en retour, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Comme dans les langages de l'amour. On n'a pas toujours le même langage. Et pourtant, on aime, mais différemment. Merci beaucoup, Sylvie. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Avec plaisir. On attend de voir ces sessions qui vont démarrer quand, alors, les fameuses sessions Je mets ça en place à partir d'octobre-novembre. Octobre-novembre? D'accord, l'année prochaine. Enfin non, la rentrée, parce que je le crois en janvier, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc octobre-novembre, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez d'abord prendre contact avec Sylvie. On peut vous consulter à distance, oui? Tout à fait. Tout à fait. Et je consulte au centre de lettres. Alors, c'est un centre merveilleux où, je dirais, c'est un domaine boisé, où parfois on peut faire des méditations dehors, on peut recevoir les gens dehors quand il y a un rayon de soleil. C'est en Belgique? En Belgique. Je reçois à la maison médicale des Cossines et à l'Envol de Soie, là, sur Mons. Pareil, un endroit magique où il y a vraiment une bonne communication, une bonne entente, c'est joli, quelque chose, quelque chose de magnifique, en fait. Et vous avez quitté la France par amour pour vous installer en Belgique? Oui. Parce que vous êtes française? Oui, je suis française à la base. Française à la base. Je suis française. Okay, je suis normande. Vous êtes normande, très bien. Et vous avez... ce pays vous a adopté, donc la Belgique vous a adopté. Et vous y êtes bien. Ça serait difficile de ne pas s'y sentir bien. Bon. Oui, franchement. Merci beaucoup, Sylvie. Merci infiniment. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci pour votre expertise et accompagnement. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.